redoutable le métier d'acteur. J'aime pas notre époque. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Et ça peut paraître réactionnaire, je pense. Je suis bien là où je suis, en pleine campagne. C'est la ville qui disparaît de plus en plus qui me convient, quoi. Alors, je suis bien à la campagne. Je vais arroser un peu parce que... Chaque fois que je retourne à Paris, mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai vécu là-dedans. Mais ils sont... Alors c'est eux les fous. C'est eux les fous. On regarde personne. Les gens ne se regardent pas, ils sont hallucinés. C'est vraiment eux les fous, oui. Ils sont hallucinés. Oui. Il faut aller vite, il faut arriver à l'heure au travail, il ne faut pas louper le... Oh, Je suis né en Mayenne. J'ai voulu y revenir à cause de mon père qui était infirme à la suite d'un accident de voiture. Je voulais être un peu auprès de lui. Comme j'étais attaché de l'administration, il y avait des postes dans les préfectures de province. Et c'est comme ça que je suis revenu dans mes pénates. Après un long voyage. Ma femme a eu beaucoup de mérite parce que on n'en trouvait déjà pas beaucoup, quoi, à rénover. Mais elle a fini par trouver cette ferme. Eh ben, on en profite, hein, on se tire. Ouais, ou si tu veux comme ça. Ah oui, on peut monter l'escalier. Je veux pas qu'on croie que, étant devenu fonctionnaire, avec des travaux plus ou moins intéressants d'ailleurs, ou pas de travaux du tout. Donc le jeudi, parce qu'à l'époque c'était le jour de congé, je m'évadais en dessinant, en peignant déjà. J'ai jamais pêché à la ligne, mais le pêcheur il doit tout oublier en regardant le courant et son hameçon. Et ben nous on oublie tout en regardant nos images. Point de vue bienfait personnel, c'est un peu ça. C'est la distraction absolue. Et puis alors c'est à ce moment-là que peut-être je me suis dit, mais si je faisais ça toute la semaine, je serais quand même beaucoup plus heureux. Ma femme ne se plaît pas, elle étouffe là-dedans, il lui faut la nature, quoi. Je défends un peu mon territoire, hein, parce que lui, dès qu'il trouve un emplacement vide, paf, il annexe. Alors, il peint, moi je fais tout le reste, la voiture, la bouffe, surtout la bouffe. Je sais pas, ça va être trop cuit peut-être. Hein. Je passe mon temps à courir pour lui, à aller chercher les peintures, les pinceaux, les agrafeuses, et puis on trouve plus rien. Ici, par exemple, il a besoin d'une agrafeuse. Tous les bricolos sont partis. J'en trouve pas. Je trouve pas ce qui lui convient, quoi. C'est quand même pas une vie ordinaire que j'ai. Des fois, c'est difficile, mais c'est quand même une vie un peu spéciale et quand même extraordinaire malgré tout. Parce que on a quand même beaucoup de points communs, la nature, les petites fleurs, les petits oiseaux. Sa peinture, Un jour, ça va plus vouloir ouvrir.
J'aurais voulu faire un endroit pour me montrer mes œuvres, mais aussi celles de mes amis. Il y a encore des tableaux qu'il faudrait encadrer. J'ai eu l'idée que ça pourrait devenir un musée, au moins une des pièces. Mais il faut faire des gros travaux pour accueillir le public. On ne peut pas faire ça avec un escalier branlant ou des choses comme ça. C'est le paradis des escaliers. Il y a encore deux escaliers comme ça. Il faudrait que je nettoie quand même, parce que j'aurais voulu être conservateur dans ma vie active, mais arrivé à la retraite, c'est au-dessus de mes forces. Donc j'ai renoncé, et puis c'est pas mon truc. Ça va se terminer quand même, hein, faut pas. Ceux qui sont là, au dernier étage, là, c'est pareil, je les ramènerai pas. Tout seul. Je crois que j'étais assez costaud, mais je ne ferai plus. Au dos, là, c'est Konrad Lorenz. C'est lui qui a découvert le principe de l'imprégnation, que les oiseaux, au sortir de l'œuf, s'imprègnent de leurs parents. Et après, ils les suivent quand c'est des migrateurs. Alors, ils les avaient tellement étudiées, ces oies, qu'elles se sont imprégnées de lui. Et elles le suivaient dans son jardin. Des oies sauvages, hein. Elles le suivaient dans son jardin. C'est ça que j'ai voulu évoquer, là. C'est Konrad Lorenz, et il est suivi par une oie. C'est une belle histoire, hein. Ça, c'est... On ne sait pas trop. Comme c'est du XVe siècle, ça a été des tas de trucs. Une pharmacie, donc, les Onguents, je vous ai dit. Ça a été un restaurant, un hôtel-restaurant. Et ça a été une caserne, au temps de Louis-Philippe. Alors, il y a un soldat qui a représenté son... C'est l'uniforme de la conquête de l'Algérie, par exemple. C'est une image d'Épinal, hein, c'est de l'art populaire, ça. Je suis bien content de voir ça. Puis, de temps en temps, il y a des inscriptions. Incendie de la scierie de Cran. Il devait y avoir une scierie, là, il y a eu un incendie. Alors, ils ont mis ça, 1885. Et maintenant, ça abrite mes œuvres. Merde. Mais là, je crois que je vais arrêter de prendre des risques parce que là, je me suis vraiment fait mal et ça m'a remis un peu du plomb dans l'aile. Parce qu'en plus, j'y allais à Laval en scooter, bourré en plus. Sur la 4 voies, si je m'étais fait choper par les flics, j'aurais eu des emmerdes. Et si j'étais tombé, bah, je serais mort. Il était complètement bourré et il s'est foutu au milieu de la route au dernier moment comme ça. Et ce con-là, j'avais le choix entre lui rentrer dedans et le buter ou alors me sacrifier, freiner. J'ai été éjecté et je me suis reçu sur la rotule. Donc la rotule, elle a été cassée en 4 parties inégales. Donc ils m'ont ouvert là 30 points de suture. Ils m'ont enlevé la rotule, ils l'ont recousue avec du fil de fer. Malheureusement, ils sont obligés de me repérer parce qu'il y a une petite barre de fer qui dépasse et qui risque de crever la peau là. Parce qu'ils auraient pu, comme l'autre partie là, le replier
Non, ils l'ont laissé droit, ils ne sont pas fait chier, allez hop. Alors ça se balade dans la chair, quoi. J'ai pas eu de chance parce qu'il n'y avait qu'un seul chirurgien et le mec il opérait à la chaîne, donc il a fait, bon, il n'a pas fait n'importe comment non plus, mais il a fait ça vraiment rapidement, quoi. Donc, on va faire par ordre chronologique, mais le problème c'est que le premier que j'ai fait est derrière la tête, et évidemment comme j'ai la tête qui est pas rasée, on le voit pas. Mais je te le décris quand même. C'est un diablotin qui tient une tête de mort. Vous pouvez y aller sans peur, on sent vraiment rien. Après, le deuxième, c'était celui-là. Par contre, là, c'est beaucoup plus douloureux parce qu'il y a quand même pas mal de surface, mine de rien. Puis c'est du noir, donc c'est à la 8 aiguilles, quoi. Le mec, il bosse avec un balai avec 8 aiguilles. J'ai fait la femme qui pleure parce que j'ai fait des saloperies à ma première nana. En fait, je l'ai trompé avec des nanas et avec de la drogue. Et donc, j'ai fait une réplique de la femme qui pleure, mais tatouée par un punk. Si bien que quand tu regardes la femme qui pleure à côté, ça ressemble, mais ça ressemble seulement. Après, là, j'ai demandé à un peintre très très connu qui s'appelle Stanislavski. Je dois avoir des bouquins sur lui. J'ai un carnet de dessins de Stanislavski. J'ai des dessins originaux aussi, bien entendu, qu'il m'a envoyé. On était copains de façon épistolaire. Et je lui ai demandé de me faire un dessin et de trouver l'épitaphe pour la mort de mon père. Donc, il a fait une espèce de tête de Christ qui s'écrase, qui représente l'arrêt cardiaque. Et l'épitaphe est magnifique. C'est à toi, père de tous mes instincts, à toi, père, forgeron de mon âme. Si ça c'est pas beau, donc c'était mes tatouages. Je pense ne pas en avoir oublié. Non. Ah si, j'en ai oublié un. Celui que j'ai sur la main, que j'ai fait moi-même en prison, qui représente une étoile révolutionnaire, parce que évidemment en prison, tiens, bah, je me suis brûlé dessus en plus. En prison, il n'y a rien d'autre à foutre que de se tatouer ou de se martyriser la peau, parce que c'est assez long. Moi, j'y retournerai pas si je peux éviter. C'est très mal fréquenté la prison. C'est l'endroit le plus bruyant au monde et il n'y a pas que des intellectuels, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. D'ailleurs, ça a inquiété beaucoup mes parents parce que quand j'étais enfant, je dessinais uniquement des guillotines. C'était très glauque et je faisais des cauchemars hyper glauques. Et après, j'ai eu une période super mystique où je dessinais que des Christ en croix parce que ce qui me fascinait dans le christianisme, c'était le fait que le Christ avait été crucifié et était sanguinolent. Donc, je faisais la couronne d'épines avec du sang, la flèche plantée sur le côté, du sang partout. Donc, mes parents m'ont emmené voir un espèce de psychologue ou de je sais pas quoi pour les gamins là. Et j'ai tout de suite compris que je pouvais le carotter le mec. Parce qu'il m'a tracé 2 lignes parallèles et il m'a dit fais des 8 comme ça entre les 2 lignes parallèles. Et je savais très bien que si je faisais comme j'aurais fait chez moi, il allait me décréter fou. Alors j'ai fait ça super bien et tout. Il a reconvoqué mes parents. Il a dit non, votre fils est tout à fait normal. J'avais aussi un autre truc qui leur faisait vachement peur. Pour dormir, je secouais la tête comme ça. Et alors, ils ont été voir un pédiatre et qui leur a dit « Vous avez pas de chance, il y a un enfant sur 1000 qui, pour s'endormir, secoue la tête comme ça. » Et je l'ai fait quand même jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est grâce aux nanas que j'ai réussi à arrêter de secouer la tête parce qu'ils en avaient plein le cul de dormir avec un vent comme ça toute la nuit, quoi. Je pense que je devais être un petit peu hypocondriaque. J'avais peur des maladies, j'avais peur de mourir. J'étais super conscient en fait du danger, alors que les enfants sont pas conscients en principe du danger. Et ce qui m'a sauvé, c'est le mouvement punk. Quand j'ai écouté les Sex Pistols qui disaient « No futur, pas d'avenir », je me suis dit « Putain, mais c'est génial, ce mouvement-là, il y a le droit de crever ». Et donc après, j'ai fait tout ce que je pouvais, pas pour crever plus vite, mais si on peut dire ça un peu. Je suis passé par pas mal de conneries.
Et donc, je suis plus du tout hypocondriaque, bien au contraire. Ils te laissent pas le temps de parler, tac, ils te foutent une piqûre dans le bras ou dans le cul, et après, ils t'attachent sur un lit. Bon, là, je l'ai représenté par une camisole. Moi, il m'avait attaché avec des sangles sur un lit. Et il truffe la gueule de Cacheton. Le fou, il en a tellement marre d'être incompris qu'il rêve que de s'échapper de sa folie par la mort avec les cachetons qu'ils lui ont donnés. C'est assez pessimiste, je vous l'accorde. Et voilà, fin de l'histoire. Quand je suis arrivé à l'école en 6e, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire, Antoine Rigal, de ta vie. J'ai dit je veux être inventeur. Et tous les profs, ils rigolaient. Mais alors qu'est-ce que tu veux inventer? Et je leur disais, un inventeur ne sait pas à l'avance ce qu'il va inventer. Sinon, je ne serais pas à l'école, j'inventerais directement. Et après, je me suis aperçu que la création franche, l'art singulier, quelque part, c'était très inventif. Donc je pense juste que je suis un peintre un petit peu cinglé quand même. Comme c'est le début de l'automne, on va manger rouleau de printemps. On peut dire que la genèse de mon travail a commencé à la naissance de mon fils. Mon fils a 15 ans, donc il y a 15 ans de création. Très bien. Ouais. Ça a été? Ouais. Passé un bon week-end? Ouais. T'as vu des copains? Ouais, j'ai eu un 15 aujourd'hui. T'as vu un 15? Un 15 en quoi? Au physique. Au physique? Ouais, t'as bon physique. C'est bien. C'est le principal. Écoute, on lance un petit côté cérémonial du midi entre le repas et une série. Prépare ça, j'amène à manger. Comme ça. Il a commencé un matin très tôt, Pas trop vers fort. 4 heures, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé. On va venir? Il est foutu quand même. Dans la série Les Envahisseurs. Ce qui est marrant en fait, c'est que lui il est architecte, donc c'est un métier très rationnel. S'arrêter, je sais pas, un ouvrier, tu vois, parce qu'il va être pris pour un fou en fait. Donc la difficulté, c'est que quelqu'un de rationnel qui est pris pour un fou parce qu'il a vu une soucoupe volante. Donc en fait, ils ont choisi un métier qui est, par rapport au public, indiscutable. L'architecte, tu vois, c'est quelqu'un qui a des connaissances, etc. C'est pas quelqu'un qui vit tout seul, un ermite, ou, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est quelqu'un de très rationnel, qui va être en prise avec les autres humains pour démontrer qu'en fait, il a vu les envahisseurs, qu'ils existent, quoi. Il y a quelque chose de très rationnel chez moi et en même temps quelque chose de non rationnel. Mais en travaillant justement, en créant, on apprend sur soi-même, hein. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs.
Alors c'est pas toujours facile parce qu'on se découvre. Et c'est presque de la psychanalyse, hein. On se fait sa propre psychanalyse. Hein. Je suis psychanalyste et en même temps je suis le patient, quoi. Est-ce que quand tu regardes un dessin, tu le survoles comme ça ou tu prends le temps de le regarder vraiment profondément ou pas, ou c'est juste, ça fait partie de ton environnement en fait, parce que t'es habitué depuis que t'es petit en fait. C'est ça. Maintenant, des fois j'y pense, je regarde, mais souvent je passe à côté. Est-ce que t'as peur? Non? Je T'as suis peur? né dedans. Ouais, non. t'es né dedans, ouais. J'aime bien ce que tu fais maintenant, mais dans le temps je faisais pas trop attention, mais maintenant je commence à détailler un peu, regarder différemment ce qu'il fait. C'est ce qu'il y a dans la tête de mon père. C'est pas facile à expliquer, je crois. Ouais, bien. D'accord. Salut. Oui. Donc on se voit jeudi midi, d'accord? Ok. Je sais pas ce que je te ferai, ce sera la surprise. Ok, D'accord? Bisous. Alors ici, vous vous trouvez dans une de mes réserves, une de mes réserves, mais la réserve principale, où je stocke différentes époques de mon travail, quoi. Il y a des labyrinthes, il y a des dessins qui sont pas très loin de ce que je fais actuellement, qui sont ici. Et souvent, c'est des pièces quand même qui ont été exposées une fois ou deux, quelques-unes pas du tout, mais là, on sent vraiment que là, il y a un problème. C'est le côté comme ça très expressionniste. Pour refléter une douleur vraiment. On va dire que j'étais perdu à ce moment-là, je ne sais plus trop où j'étais dans ma création, c'est une remise en question. Et donc j'ai fait une série de collages comme ça, et en fait, il y en a beaucoup qui ont été lacérés. Et à partir de ces petits morceaux que j'ai scannés, que j'ai passé plutôt à l'imprimante, j'avais une imprimante à l'époque. Ces petits morceaux, je les ai agrandis, ce qui a donné toute cette petite série de labyrinthes, quoi. Rentrer dans une explication de dessin comme ça, je sais pas si c'est réellement très, très intéressant. J'aime bien aussi moi-même qu'il y ait une part de mystère dans ce que je fais, tu vois. Il faut que ça reste mystérieux pour moi-même. Parce que si je tue le côté mystérieux de la création, j'ai peur de l'assèchement, ou même avoir peur, à la limite, tu vois, ça c'est un blocage. Donc je préfère pas, à la limite, trop rentrer dans mon œuvre, enfin trop rentrer dans les détails du travail. Est-ce que c'est ça que j'ai voulu montrer? Est-ce que c'est quelque chose de caché en moi? Tu vois? Et donc j'essaye d'avoir une distance avec ça. Donc voilà, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Je suis prisonnier de mon travail. C'est une autre prison en fait. Sauf qu'elle est assumée. C'est paradoxal parce qu'en fait je montre des choses qui sont un peu difficiles, en même temps il y a une partie de moi qui est un peu enfouie, cachée, que je cache, que je masque. Et en fait, je suis derrière tout ça, je veux dire, tu vois, je suis pas quelqu'un qui extériorise les sentiments facilement. Et la création me permet justement de me désinhiber aussi. J'ai fait des séjours dans des hôpitaux psychiatriques, dans la Verrière, où on était soigné au Valium.
et où au contraire on perdait toute possibilité créative, parce que ça vous endort complètement, hein. Surtout l'imagination. Mais quand j'en suis sorti, je me suis remis à dessiner, et le dessin, la peinture fonctionne comme une thérapie, oui, parce que ça me permettait d'oublier les problèmes de la vie courante. Les grands peintres, pour moi, sont des visionnaires. Pour que la vision se produise, il ne faut pas nécessairement dérégler tous les sens. J'aurais peut-être dû essayer, mais enfin, ou alors justement, peut-être que les drogues permettent de ne partir de rien, de regarder au plafond et puis d'y voir des merveilles. Mais quand on n'est pas drogué, ben, il faut se faire aider. Mes couleurs, je les ai toujours mélangées sur du papier, ou délayées sur du papier, puisque c'est à l'eau. Ces papiers, je les froissais après avoir terminé ma journée de composition. Et dans ces papiers froissés, je me suis aperçu qu'il y avait des formes. J'ai commencé à chercher dans les taches, dans les papiers plissés, dans les plis, qui sont très importants. Et c'est avec ça que j'ai trouvé une autre manière de faire. C'est rarissime que je prémédite quelque chose. Mais c'est l'assemblage, le rapprochement des formes qui vous donne une idée. Par exemple, les galets, surtout la région d'Étretat, pour moi, parlent tout de suite. On y voit un œil, ou même un animal entier. On collabore avec les matériaux qu'on a choisis au départ. Et après, ben, ça démarre, ça devient un ours. Mais ça aurait pu être autre chose. L'araldite est une colle qui permet ça, d'assembler des matériaux complètement étranchés l'un à l'autre jusque-là. Alors, ben, ça m'a ouvert des portes considérables. Ça va aller pour aujourd'hui. Alors là aussi, il y a des grands peintres, comme enfin le pauvre, M. Derbray, des peintres abstraits, qui font leur truc avec des instruments comme ça. Je sais tout ça. Ça fait un tableau, ça. Bon, il ne faut pas en rester là, à mon avis. Là, il faut chercher des ailes. Voilà. Et cette tache-là, en pleine lumière, je vais avoir du mal à trouver quelque chose. Alors, comme ça va pas. Je vais fermer la porte là. Voilà. Bon, ben là, ça va déjà mieux. Là, il y a une tête que je voyais pas avant. Et je vais encore trouver une autre tête. Comprenez? Alors quand les gens disent il faut de la lumière, ben après oui.
égayer un peu. Lorsqu'on est arrivé ici, ben, bien sûr, les murs, c'était tout dégradé. Cette partie-là, bon, ben, il me restait des de peinture que Joanne m'avait donné, puis je me suis admis à barioler ça, quoi. Oui, puis l'autre côté, ben, c'est pareil, même pire. Ben, ça remonte, disons, 10 ans. 10 ans, j'ai commencé à faire les peintures sur les murs. J'ai dit tapisser, ça va pas aller, comme ça vous s'est ondulé. Le papier, ça n'ira pas. Donc bon, ben, j'ai dit que j'ai de la peinture, puis je suis parti comme ça, quoi. C'est pas mon domaine, moi, la peinture. Je connais pas trop. Je l'encourage à peindre, mais moi, non. Je le fais pas. On n'a pas les voisins, on n'a pas le bruit. Là, vraiment, on est au calme. Bon, ben là c'est un petit peu la morte saison. Là, bon, ben, le jardinage, ça va se terminer. Maintenant, c'est un petit peu à ratisser le jardin, les débris, quoi, de fleurs. Bon, ben, on va ramasser les graines un petit peu pour la récolte. Bon, ben, sinon, à temps perdu, bon, ben, je vais m'occuper de peindre, cuisiner un petit peu, bien sûr. Voilà, on va mettre des petites assiettes. Hein. Si messieurs dames ils veulent manger, il n'y a pas de problème. Moi je vais pendant qu'elle est chaude. Hein. On va mettre quelques assiettes. Hein. Si vous voulez souper avec nous, j'ai fait de la piémontaise. J'ai fait une quiche. Bon, en dessert, je ne sais pas trop, il y a des fruits. Hein. Oui, bon, tu m'as qu'à dire qui se fait. 6h30, 7h25. Hein. Vous n'avez probablement pas souper. Non, ben ça va bien tomber. Si vous voulez rester avec nous, avec plaisir. Oui. Avec plaisir de voir du monde et puis ça m'encourage. Oui. Oui, entre Antoine. Un petit thé peut-être. On joue à la dinette. Va pas me casser ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je pense ne pas avoir à t'expliquer le dessin, il se passe de commentaires superflus. J'ai beaucoup de mal à me remettre de la mort de Johnny, parce que j'appelais mon père Johnny, mais je tiens toujours mes bonnes résolutions. Menteur. Oui. Je suis toujours, et je pense définitivement, sous traitement d'anxiolytique, mais je n'ai pas de scrupules en laine, car je suis un véritable anxieux et préfère faire confiance à la médecine qu'au dealer. Je t'embrasse très fort, salut à l'ancêtre, la grand-mère, qui n'était pas morte encore. Je te laisse, car ma plume déconne de plus en plus, normal après une nuit de travail. Ton rejeton, salut, Antoine 95. Postscriptum, il y a des fois on croit toucher le fond, mais il y a toujours plus profond que le fond. Entre parenthèses, Mano Solo, peintre chanteur que j'écoute et qui a le sida à 29 ans. Alors tu vois, 3 petits points. Attention, très important, sur les timbres, j'ai mis un coup de colle UV-stick qui permet d'enlever le cachet de la poste avec une éponge et de l'eau très facilement. Donc, renvoie-moi les timbres en les décollant soigneusement. Vieille technique punk, très efficace. Fais gaffe au papier, laisse les bords comme ça, car c'est du papier d'arche haut de gamme. Oui, parce que j'avais peur que tu recoupes les bords bien droits. Je suis quand même pas conne à ce point-là. Ah oui, mais bon, t'en as. T'en as Ouais, qui me disent, t'en ah, as. mais ton papier est pas bien droit. Ouais, non. Attends, c'est moi qui vais le raccrocher parce que je te fais qu'à moitié, Je m'en sers un peu de qu'à moitié confiance. Attends.
Pousse-toi, Antoine, s'il te plaît. Ah ben voilà, tu vois, tu me fais pas confiance et c'est toi qui casses. Non, bah c'est pas cassé. Si, t'as cassé. Quoi? Ta poupée, bah, je te la réparerai. Je vais te remettre. Ah mince. Je vais te remettre. De la peinture. Antoine a peint ce triptyque pour l'anniversaire de mamie qui avait 80 ans. Alors j'ai essayé de vous fournir quelques explications. C'est un excellent souvenir. Ici, il a apporté la date de naissance d'Yvonne, alors naturellement le vagin, le cordon ombilical, mais il l'a dessiné comme tel qu'il la voyait à son anniversaire, avec les lunettes, la permanente et tout ça. Bon, elle partait du principe qu'il n'y avait pas de vilain dans la famille. Elle était très fière de ses enfants et encore plus de ses petits-enfants. Et en plus, là, alors c'est là que ça a choqué toute la famille. Yvonne aime le sexe et il s'est permis de dessiner un sexe et de dire « j'en mangerai ». Alors naturellement, pour l'anniversaire d'une grand-mère à 80 ans, ça a été un petit peu choquant. Mais on connaissait tous Antoine, donc plus rien ne nous surprend. Voilà. Vous savez, moi, je vivais beaucoup dans ma cuisine. En haut, c'était le jazz, ma fille, la chanson française, Antoine de la musique punk. Moi, j'étais au milieu de tout ça et je me contentais de les appeler pour les repas. Mais vraiment, j'avais ma place, bien sûr, parce qu'ils ne pouvaient pas se passer de moi, mais j'étais prise dans un tourbillon pas possible, quoi. C'est-à-dire que tous les trucs qui me font chier, pour être cru encore une fois de plus, une fois qu'ils sont posés sur la toile, ne sont plus dans ma tête. Donc ça, c'est vraiment une autothérapie, une autothérapie marginale, mais ça m'évite d'aller voir des psychiatres et ça m'aide aussi à pas me droguer. Ouais, voilà. Bon, je serai toujours toxicomane, parce que j'ai tellement de bons souvenirs avec ça, ça serait cracher dans la soupe que de dire que c'est de la merde. Quand je vois les trucs Olivenstein, il n'y a pas de drogué heureux, si, j'en suis la preuve vivante. Moi, la drogue m'a rendu vraiment heureux. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Je me suis éclaté, je me suis ouvert des portes, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Baiser comme un dieu pendant des heures. Quand même, l'héroïne, c'est le seul truc où tu peux pas éjaculer. Tu bandes comme un taureau, mais tu peux pas éjaculer. Faut vraiment y aller avant d'éjaculer. Donc la nana, le lendemain, elle est pendue à ta sonnette. Tu sais pourquoi, hein? Tu t'es le guidrupe du cul. Au début, ça fait ça. Mais alors, après, plus t'en prends, plus tu t'habitues, plus t'en faut pour avoir les mêmes prouesses. Et quand tu décroches et que tu tombes à la dose fadasse de méthadone, tu redeviens comme le commun des mortels, voire des fois moins bien. La vie est un paradoxe, de toute façon. Le paradoxe de la drogue, c'est que tu es pris de liberté, donc tu prends ça pour être plus libre, et après, tu te retrouves avec un boulet. Tu vois, tu te retrouves en prison, au sens figuré, comme au sens propre. J'en parle comme ça à mon fils, en essayant de lui expliquer les paradoxes, et en lui disant, si tu peux éviter de devenir pochetron, si tu peux éviter de devenir défoncé, ça m'arrangerait. En même temps, est-ce qu'il pourra supporter la vie telle qu'elle est, avec ses contradictions, avec ses injustices? Moi, si un jour il me dit je me drogue, je lui dirais fais goûter pour voir la qualité du truc qu'il prend. Je vais te dire un truc, les bourgeois font des punks et les punks font des bourgeois. Le monstre, c'est l'autre, c'est l'appréhension de l'autre. Le monstre, c'est quelqu'un qui rentre pas dans les critères. Je suis toujours chagriné de voir que les gens ressentent quelque chose de torturé, d'agressif dans mon travail.
La réelle agressivité, elle n'est pas dans une œuvre d'art. L'agressivité, elle est dans le quotidien des choses. La vraie agressivité, elle est dans la vie de tous les jours. Le monde est de plus en plus compliqué, le monde est de plus en plus agressif, violent. Peut-être que c'est une réponse à ça. C'est en fait le bouclier de Persée. C'est-à-dire que je renvoie cette espèce de folie qui est la réalité, la folie du quotidien. Moi, je serais de temps en temps derrière le bouclier comme protégé, et en même temps, je suis aussi moi-même, une fois, devant le bouclier, parce que je suis aussi acteur du monde. Je veux dire, on voit cette espèce de folie, de cruauté du monde dans ces boucliers, quoi. Ma première épouse, c'est vrai que je lui dois le fait de m'avoir encouragé dès le départ à pouvoir justement extérioriser ou même tout simplement créer, c'est-à-dire rendre visibles les choses, peut-être des mondes intérieurs. Et après on est pris dans la création, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on y croit, il y a un basculement. On sent qu'il y a une puissance intérieure qui fait qu'il y a une possibilité vraiment de créer, quoi. Je me suis mis d'une façon très assidue, quoi. Il y a un moment où c'est très très important, quoi. Donc en fait j'ai arrêté mon métier. Pendant des années j'étais pâtissier, mais en fait c'était un palliatif, quoi. J'attendais le moment pour me consacrer vraiment à ma création. Ce que j'essaie d'acquérir dans mon travail, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire l'intelligence de la main, quand même. J'essaie d'avoir ma propre écriture, quoi. Travailler comme ça, avec des dessins très enfantins, mais hyper maîtrisés en même temps. Un petit peu moins agressifs, entre guillemets. Donc il y a peut-être une volonté de reprendre effectivement des dessins justement un peu plus naïfs, plus frais, que j'ai eu dans des périodes antérieures. Comme si j'avais besoin d'apaisement en fait actuellement par rapport à ma symétrie, à mes dessins très géométriques qui sont assez oppressants, ça je peux le comprendre. Chaque fois que je venais en vacances à Laval, j'avais vu apparaître l'allée des géants, des choses comme ça. Tintin, pour moi, c'était un type très important. Et depuis longtemps, je devais avoir l'arrière-pensée de rencontrer Tintin, quoi. Ce jour-là, ayant le cafard, je me suis dit, bah, ça va peut-être me remonter. Je vais essayer de voir s'il va m'ouvrir la porte. Et il m'a accueilli très gentiment ce jour-là, alors que je n'avais pas prévenu ni rien. On a bavardé un petit moment. On n'a pas eu le temps de se disputer. Il n'avait pas un caractère facile. Et c'est pas prouvé que je l'ai si facile que ça. Donc on a commencé comme ça. Et après, j'ai été le voir assez régulièrement. Mais ça a été un encouragement formidable que exposé chez Tintin, qui était pour moi le plus grand peintre de l'Ouest. Le l'utilité de l'artiste, mais c'est celui qui voit pour vous ce qu'il y a à voir. C'est son métier de voir. C'est celui qui voit d'une vue plus pénétrante que la nôtre. On retrouve les voyants, là. Donc, vous devez faire confiance à l'artiste. Dans ses discours, il y a quelque chose d'un prophète, d'un chaman. Qui ouvre vos yeux tous les matins. Il délire un peu et puis il en impose, quoi. On ne peut pas l'interrompre. Puis il part dans des directions inattendues. Mais dans son œuvre, il y a une cohérence extraordinaire. Quelqu'un lui avait dit, quand il est revenu en Mayenne, mais vous êtes fou, Tintin, vous êtes loin de tout, vous êtes loin de la capitale, vous vous suicidez. J'ai admiré
son indépendance, ce culot d'aller se retirer en Mayenne, ce dont il était très fier. Hein. Lacoste, quand il a vu mes trucs, et quand moi j'ai vu ces trucs, on s'est dit putain, mais on fait partie de la même famille. Je sais pas ce qui fait qu'en Mayenne, il y a un espèce un nid de mecs qui font. Peut-être parce que c'est un endroit pourri, la Mayenne. Alors on est obligé de s'occuper manuellement, tellement on s'ennuie, quoi. Quelle bande d'abrutis qui habitent toutes ces maisons quand même. Bon, allez au boulot. C'est tous les matins. Même tronche de colombe. Et je tire la chaîne pour pas me faire bouffer. Les prétentions d'adultes qui s'assumer. Faut relire des chiens plutôt que de voter. Prenez un déchet, renaissez dans les conneries. Chirac et Pasqua, fasciste d'aujourd'hui. Pasqua, fasciste d'aujourd'hui. Un coup de pied dans la gueule, la jeunesse doit lutter. Un coup de pied dans la gueule, la jeunesse doit lutter. Casse-toi. Un coup de pied dans la gueule, la jeunesse doit lutter. Un coup de pied dans la gueule, la jeunesse doit lutter. Il est emmerdé par ses chaussettes qui puent, il a le feu à la main, et lui il est heureux, mais pourquoi? Peut-être parce qu'il a une grosse bite. Ce serait trop facile. C'est là où c'est balèze, c'est que le scénario se fait au fur et à mesure, donc faut que je trouve pourquoi ce mec-là est heureux. C'est indéniable, il a vraiment l'air trop heureux pour être sur un de mes tableaux. Pourquoi t'es heureux, toi? La question qui me hante, c'est en fait combien de temps il me reste à créer.
C'est bizarre de dire ça, mais je ne ferai pas de vieux os, c'est-à-dire que comme si j'avais une quinzaine d'années encore à créer. Donc il y a peut-être aussi cette volonté de créer, de faire que ça. Il y a une forme d'ascétisme dans mon travail, où là je concentre tout mon temps, toute mon énergie à ça. Comme si on m'avait donné... j'avais fait un pacte avec quelque chose qui me disait, bon écoute, il te reste tant de temps à créer, vas-y mon gars, t'as peu de temps, mais vas-y. Un pacte, mais un pacte avec qui ça c'est la question. Un pacte avec Claudia peut-être. Ce qui est important pour moi, c'est une forme de postérité, quoi. Est-ce que je vais laisser une trace? Ouais, une trace. La trace, c'est important, ouais. Comment ça m'emmerdait cette caméra? Mélangez un peu tout, la ficelle, les clous et les larmes d'hier, et vous aurez, Malto, l'œuvre d'un peintre fou caressant ses émois en buvant de la bière. Goya dans un coin, Balel soudain, Jérôme s'enfume, vêtu en marron, sa pipe consume les fleurs de Redon. Je vous somme de m'amener une femme prestamment au 56 rue de Londres à Mayenne, sinon je moleste et je martyrise Laurent Danchin, critique d'art, jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous avez 8 jours pour m'amener une ou plusieurs femmes. Je les veux brunes, genre preneuse de son.